Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va centrer, il centre, oui, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Depuis la première en 1930, les 14 entrées en matière de l'équipe de France au mondial n'ont pas toutes été réussies. Il s'en faut même de beaucoup, comme par exemple, lorsqu'étant championne du monde en titre, elle fut battue 1-0 par le Sénégal en 2002. Il en est une toutefois qui reste la référence absolue dans l'histoire de notre football en ce qui concerne ce type de rencontre si particulière. C'est le match qu'elle disputa en Suède il y a tout juste 60 ans contre le Paraguay, un adversaire qui n'était pas le premier venu, puisqu'il termina 3e de la Copa América l'année suivante, et puisqu'il était nettement le favori de cette rencontre. Moralement, c'était pas très bien, parce que l'équipe de France se cherchait un peu. Marianne Wisniewski. Avant de partir en Suède, on a fait un match à Paris, contre une sélection Racing de Paris, contre le Stade français. Et le stade était plein, à craquer, même je m'en souviens, même du monde sur la piste. On était à 3-4 minutes de la fin, on était à 1-1. Après un match assez pas bon de notre part, quoi, pas brillant. Et je me souviens plus très bien, mais je crois qu'on a marqué un but un peu litigieux sur hors-jeu, ou je me souviens plus très bien si même l'arbitre nous a pas donné un pénalty pour qu'on gagne de 1. Et bon, on est sorti du stade, on a été hués, même à cette époque-là où ça se passait pas comme maintenant. Le quart était, quand on est rentré dans le quart, les gens nous insultaient tous un peu et tout, ils étaient pas contents de nous, quoi. Voilà. Et le lendemain, on partait en Suède. Voilà, vous voyez un peu moralement à quel point on était. Seulement voilà, sans que personne ne s'y attende, les tricolores, comme on les surnommait alors, furent irrésistibles ce jour-là à Norrköping, 150 km au sud-ouest de Stockholm. Et ils épatèrent tout le monde, à commencer par la presse française, qui, un tantinet condescendante, ne demandait qu'une seule chose à Raymond Kopa et à ses camarades, bien se battre pour faire honneur à leur pays, sous-entendu, peu importait qu'elle perde, pourvu qu'elle mouillât le maillot, comme on disait. Laquelle presse n'hésitait d'ailleurs pas à écrire dans la foulée que terminer à l'une des 2 premières places d'un groupe qui, outre le Paraguay, comportait la Yougoslavie et l'Écosse, participerait non pas d'un exploit, mais du miracle. Des propos qui, chez nous, n'étaient évidemment pas faits pour mobiliser les foules. Et ce, d'autant moins que, traversant de graves moments depuis 3 semaines, la France avait la tête ailleurs et ne s'intéressait plus qu'à une seule chose, le retour aux affaires du général de Gaulle, nommé le 1er juin président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, par René Coty, le locataire de l'Élysée. Autant dire que le pays n'a pas forcément ses oreilles collées au poste de radio à lampe ou au premier transistor, quand ce dimanche 8 juin 1958 à 19h, le Basque Juan Garde-Zabal donne le coup d'envoi à l'Idrottsparken de Norrköping. C'est un stade tout à fait champêtre qui, en accueillant 16 518 spectateurs, déborde de partout, explique alors au micro en direct de Suède Jacques Forestier, l'une des voix sportives fondatrices d'Europe, appelée à l'époque Europe numéro 1. Hormis une cinquantaine de bruyants supporters français, le reste du public y est, comme ici en Suède, parfaitement neutre, même s'il se mettra à applaudir poliment au fil des minutes à chaque action qui lui conviendra. On avait à cette époque-là les moyens de communication étaient différents de maintenant. Vous savez bien, les clubs de là-bas ne venaient pas ici en Europe et tout. On a eu très peu de renseignements sur lui. Marianne Wisniewski. On ne connaissait pas le Paraguay. On se faisait un peu du souci. Et lorsqu'on est les dirigeants, donc je pense que c'était les entraîneurs, ils ont prévu d'aller les voir s'entraîner. Parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce que c'est ces mecs? C'est pas Paraguay et tout,
on avait un peu la trouille d'eux. On arrivait tout le quart, on est arrivé à l'entraînement un peu incognito, je pense. C'était pas incognito mais on avait essayé de faire l'incognito. Et on les a vus sur le terrain s'entraîner. On dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est des mecs comme nous. Ils ont 2 jambes, ils ont 2 bras. Et en plus, ils sont plus petits. Oui, mais plus costauds par contre. Plus rablés, un peu solides sur les jambes un peu. Et voilà, ça nous a donné, quand on les a vus, d'ailleurs je pense qu'eux, ils ont fait la même chose. Ils sont venus aussi nous voir, ils sont venus un peu surveiller à l'entraînement. Et bon, on a pris confiance, voilà, c'est comme ça. Hein. La météo, grise et fraîche, n'avantage aucune des 2 équipes, mais afin de mettre le plus d'atouts de leur côté, les Français ont souhaité que Copa leur serve d'interprète, lui qui joue depuis 2 saisons au Real. Ce qui ne les empêche pas de se demander pourquoi, à la suite d'une faute insignifiante, l'arbitre espagnol siffle à la 21e minute un coup franc direct contre eux, à la limite de leurs 16 mètres, et de ne pas comprendre non plus comment, après le tir de Mule de Florencio Amarilla, il se trouve mené 1-0. À partir de cet instant, Copa va se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, distribuer le jeu au millimètre. Formidablement secondé par Roger Piantoni, une merveille d'Inter, on ne disait pas encore numéro 10, les 2 hommes vont alors s'arranger pour user le plus souvent possible d'une arme secrète, totalement inconnue hors de nos frontières. Cette puissance de feu cachée, ce sont les pieds de Juste Fontaine dit Justo, l'avant-centre du stade de Reims qui n'a pas encore 25 ans. Et en moins de 10 minutes, grâce à lui, les tricolores reprennent l'avantage. Il en faut toutefois plus pour abattre le fier Paraguayen qui, mine de rien, mène 3-2 à la 51e minute et commence à se croire arrivé. Mais 8 mois après que les Soviétiques aient lancé le premier satellite artificiel de l'histoire, le célébrissime Spoutnik, l'équipe de France va alors allumer à son tour le second étage de sa fusée. Piantoni à la 52e, puis à la 61e, Marian Wisniewski, le benjamin du groupe qui a tout juste 21 ans, de nouveau Justo à la 67e, Raymond Copa à la 70e et enfin Jean-Vincent à la 83e minute, c'est-à-dire tous les attaquants, vont marquer. Forcément, après avoir ramassé 7 buts dans leur musette, les Paraguayens font un peu moins les malins. Ils ne sont pas les seuls, notez bien, car ce triomphe français, agrémenté de ce score astronomique, un 7-3 qui sera le plus élevé de toute cette Coupe du Monde, n'a échappé à aucune des 14 autres nations qui, elles aussi, ont joué ce même jour. Mais ce qui va surtout pétrifier les défenseurs brésiliens, suédois, allemands et autres argentins, c'est la découverte de Fontaine et de Wisniewski, 2 attaquants qu'ils n'avaient pas intégrés dans leur logiciel, comme on dirait aujourd'hui. Et encore, ils n'ont pas tout vu. Justo marquera à tous les matchs suivants. Il disputera les 5 restants. Pendant ces 3 semaines-là, comme on vivait ensemble, c'est pas comme maintenant. Attention, c'est pas la même Coupe du Monde. Marian Wisniewski. On sortait de l'hôtel, on était livrés aux gens de la petite ville où on était. Je crois que c'est à Kopparberg. C'était pas la même chose, on n'était pas pris, machin et tout, il n'y avait pas tellement de... on a fait des connaissances de gens, on allait à la pêche, on avait un programme aussi, un programme de... Monsieur Bateau nous donnait un programme, entraînement au matin ou après-midi, et après vous êtes libre. Souvent on allait à la pêche, parce que voilà, la pêche en Suède c'est extraordinaire, quoi. Et voilà, c'est comme ça s'est passé. On n'a pas l'impression que c'était une équipe de France, on a l'impression d'une équipe de collègues, une équipe de club en vivant ensemble. Mais l'impression un peu d'être en semi-vacances alors que c'était une Coupe du Monde. Hein. Parce que ce 6 juin 1958, l'équipe de France, elle aussi, s'est mise sur orbite. Certes, elle va perdre face à la Yougoslavie le 11, mais battre ensuite l'Écosse le 15, puis l'Irlande du Nord en quart de finale le 19. Ce qui va finir par réveiller le pays. Maurice Siegel
Alors directeur de l'information d'Europe, le sent bien, qui propose au quotidien L'Équipe le lancement au débeauté d'une grande campagne nationale afin de soutenir ces tricolores qui doivent affronter le Brésil en demi. Des milliers de cartes postales d'encouragement leur sont alors adressées en Suède. Un avion mis à disposition par le gouvernement va, lui, convoyer jusqu'à Stockholm les épouses et les fiancés des joueurs et du staff pour assister au match contre les Brésiliens. Et le mercredi 24 juin, à partir de 19h, quasiment toute la France est cette fois tournée vers le Rasunda Stadion dans la banlieue de la capitale suédoise. Moins de 10% des ménages disposant de la télévision, les Parisiens et les habitants des grandes villes s'agglutinent sur les trottoirs devant les magasins d'électroménager pour suivre l'un des rares matchs télévisés durant ce mondial, le seul des Français en tout cas. Jouant à 10 pendant près d'une heure à cause de la blessure de Robert Jonquet, leur capitaine, puis battu 5-2, sans toutefois ne jamais avoir été humiliés, les Français et avec eux la terre entière découvriront ce mardi-là Edson Arantes do Nascimento, le génie du XXe siècle, qui à 17 ans et 8 mois leur marquera 3 buts. Lequel Pelé frappera encore 2 fois en finale contre la Suède qui, à 11, elle, prendra le même tarif. Bien qu'éliminée, la magnifique fusée bleu-blanc-rouge redescendra sur Terre finalement heureuse 4 jours plus tard. Après avoir pulvérisé 6-3 la RFA lors du match de classement pour la 3e place. À Göteborg ce jour-là, Fontaine marquera encore 4 fois. Et il deviendra, avec 13 buts, le meilleur buteur de l'histoire lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. 60 ans après, il l'est toujours. Europe 1, bon baiser du mondial.